suis un petit peu, comment dire, un petit peu troublé parce que finalement je succède à un certain nombre on va dire, de penseurs, chose que je ne suis pas vraiment. D'avoir entendu tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, finalement ce que j'avais prévu de dire, j'ai envie de le changer. Donc, vous excuserez le chaos de ce que je vais dire parce que voilà, il y a. Alors juste un petit détail, demander d'être sifflé. Vous vous souvenez que ce sont les 2 dernières lignes de L'étranger de Camus. C'est-à-dire qu'à la fin, après avoir tué l'Arabe, après avoir été condamné pour ne pas avoir pleuré sa mère, et d'être emmené à l'échafaud pour ne pas avoir pleuré sa mère, la seule chose qu'il espère, c'est qu'on le haïsse sur le chemin. Et ça, c'était l'absolution. Voilà, alors L'étranger est un grand roman pied noir. Ne l'oublions pas. Donc, comment je vais moi-même participer à ces débats? Je suis donc romancier. J'ai écrit donc cet art français de la guerre où il était question des guerres coloniales et dont une partie était traitée de l'Algérie. Après ça, j'ai en effet écrit avec Benjamin, c'était une série d'entretiens qu'on a eu tous les deux, parce qu'on s'était rendu compte qu'on était arrivé à des conclusions assez voisines, lui par le biais de l'histoire sérieuse et méthodique, et moi par le biais du roman. Alors, qu'est-ce que j'y connais à toutes ces histoires ? Personnellement, je n'ai strictement aucun lien familial, personnel avec les colonies, avec l'Algérie, ni avec l'armée. Mon père était en âge de faire son service militaire en Algérie. Il l'a fait comme professeur d'allemand à l'école d'officiers de Salon de Provence. Donc voilà, c'est tout. Hein. Il n'a pas du tout participé à ça. Mais peut-être que, du coup, c'est ça qui a permis que je fasse un roman qui traite des guerres coloniales, puisque j'ai personne à défendre. Et en plus, avec la bêtise de tout romancier qui rêve de littérature avant de rêver d'actes éthiques, moi, ce que je voulais faire, c'était un roman. Et deuxièmement, un roman d'aventure. Je voulais raconter des histoires exotiques. Et je voulais aussi comprendre pourquoi le pays dans lequel je vivais était dans une telle confusion autour de la notion d'identité, d'étranger, etc. C'est un roman que j'ai commencé en 2005. On était déjà rentré dans l'ère Sarkozy parce qu'il était déjà ministre de l'Intérieur. Et il y avait déjà ce discours un peu fou sur l'identité, sur l'étranger, sur l'immigration, etc. Finalement, toute la fantasmatique du Front National débordait sur la droite et allait petit à petit jusqu'à la gauche. Enfin, ça devenait tout à fait légitime de s'interroger sur l'identité, bon. Et je trouvais ça totalement étrange. Face à cette étrangeté, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse un roman pour essayer d'y comprendre quelque chose. Voilà, donc c'est pas un témoignage, c'est un objet littéraire qui me permet d'essayer de comprendre quelque chose. Et en plus, pour le fun, j'avais envie que ce soit un roman d'aventure avec des types qui remontent le Mékong et qui courent dans la forêt. Mais ça, c'est parce que les romanciers sont parfois de grands enfants. Ce qui m'intéressait, c'est pas tant de raconter la guerre coloniale ou de raconter la guerre d'Algérie, par exemple, mais d'essayer de saisir quelque chose qui circule dans l'imaginaire français contemporain. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Pascal ce matin à propos de ces histoires passées, en fait, qui sont toujours là. Bah oui, elles sont toujours là, pour des tas de raisons complexes. Alors, il a évoqué une des possibilités qui explique cette persistance, c'est le fait que, en effet, les descendants de tout le problème colonial vivent côte à côte et donc finalement portent chacun leur histoire complexe. Et puis aussi le fait, alors c'est de la psychanalyse de comptoir, on est bien d'accord, je me dis que un traumatisme, s'il n'est pas traité, parlé,
il reste indéfiniment. Il reste semblable dans son être au cours des années, et puis il va se transmettre. Finalement, il n'y a que s'il est mobilisé par le langage, par la pensée, par le récit, qu'il peut se déplier, se dissoudre, finalement arrêter d'être ce qu'il est. Mais quelque chose qui est dans le silence, ça peut rester éternellement intact. Et ça, c'était un peu mon idée. C'était notre idée aussi avec Benjamin. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie constitue un traumatisme collectif. Et tant qu'on le traite pas, qu'on le parle pas, qu'on le raconte pas, ça reste un traumatisme collectif. Il continue à se transmettre. Même à ceux qui ne se sont pas approchés, dont je suis l'exemple. Mais alors c'est quoi le traumatisme ? Est-ce que c'est la violence ? Est-ce que c'est le fait d'avoir assisté à de la torture, à de l'assassinat, etc. J'avais été frappé, alors ça c'était quelque chose qui me frappait avant de commencer le roman, que dans mon milieu d'enseignant de gauche molle, où finalement on était mollement anticolonialiste. Et quand je dis mollement, c'est parce que c'était quelque chose qui n'était pas véritablement bon. On est venu après, c'est-à-dire qu'on peut être tranquillement anticolonialiste 50 ans après. Voilà, on peut dire tranquillement, mais il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Bon. Et toujours, chaque fois qu'on parle de ça, de l'Algérie, paf, la torture arrive. Torture, pas torturé. Dans mon roman, j'ai posé la question à mon personnage. Mais sur les 632 pages du roman, la question arrive à la 500e ou 550e page. Voilà, au fait. Est-ce que vous avez torturé ? C'est-à-dire que les deux personnages, le narrateur et Victorin Salagnon, se fréquentent depuis un moment, puis il finit par oser lui demander. Et l'autre répond, c'est pas le pire qu'on ait fait. Ce n'est pas le pire qu'on ait fait. Il répond ni oui ni non, il répond, c'est pas le pire qu'on ait fait. Alors, ça est cité par Catherine Brun tout à l'heure, mais c'est quoi le pire quand même ? Parce que quand même, torturer, c'est quand même le... Alors, et là, il répond, on a manqué à l'humanité. Alors là, après, il y a quelques pages qui expliquent ça. Je tenais beaucoup à ce petit dialogue et je ne savais pas où le... Voilà, j'ai mis 500 pages à l'installer dans le roman. Parce que l'idée que j'ai, alors, c'est que la torture est un écran. Est un écran qui cache quoi ? Qui cache la guerre. Et la guerre, elle cache quoi ? Parce qu'elle est aussi un écran. Elle cache le fait colonial. Et je crois que la violence première a été le fait colonial. D'ailleurs, du coup, alors, je vais faire comme Benjamin, mon maître, je vais citer mes propres livres. Je viens juste d'écrire un livre qui vient de sortir sur la conquista d'Espagnol au Mexique. Justement, voilà l'espèce de cavalcade sanglante de la conquête. En Algérie, on estime qu'il y a 30% de la population qui a disparu au moment de la conquête. La conquête a été une grande violence, une violence brutale. Alors après, on a construit des ponts, des hôpitaux, on est bien d'accord. Mais au départ, il y a un passage à l'acte terrible, il y a une violence terrible. Et en plus, alors les morts, ils n'ont pas tous été tués de la main de l'armée française. Il y en a qui ont été tués comme ça, mais après, il y a un effondrement social, voire un effondrement écologique quand dans ces pays, à l'écosystème fragile, l'organisation de l'agriculture s'effondre. Voilà, les gens crèvent de faim, les gens crèvent de maladies, crèvent de déplacement de population, etc. Donc 30% de la population. Là, le fait colonial commence par une violence inaugurale terrifiante. Bon, pour revenir à notre histoire de traumatisme. Je pense que ce traumatisme induit en effet un certain silence. Mais pourquoi ce silence ? Là aussi, autre chose que j'ai souvent entendu, c'est le tabou sur la guerre d'Algérie. Alors le tabou sur la guerre d'Algérie, ça veut dire qu'on n'en parlerait pas, parce que ça serait plus ou moins interdit. C'est un silence, une chape de plomb pour cacher les exactions de l'armée française, etc. Voilà. Mais moi, je suis très mal à l'aise entre cette idée que, d'un côté, il y aurait un interdit de parler,
Et de l'autre côté, il y aurait le traumatisme de la torture qui expliquerait tout. Je pense que c'est un traumatisme beaucoup plus large. Et je pense que c'est pas le fait d'une censure, voilà, d'un interdit ou d'une volonté de dissimulation, parce qu'en fait, tout est là, tous les éléments sont présents. Alors la preuve absolue que tous les éléments sont présents, c'est que j'ai pu écrire un roman qui a l'air pas si mal, puisqu'il y a des vieux messieurs qui sont venus me voir en disant « Ouais, j'y étais, c'est exactement ça ». Moi, j'étais professeur de sciences naturelles. Je ne suis pas historien du tout. Si vous saviez comment j'ai fait mes recherches, les historiens présents en seraient effrayés. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches de romancier, pas des recherches d'historien. Un historien, il fait des recherches méthodiques, exhaustives, il en tire des conclusions. Moi, j'ai fait des recherches, on va dire, erratiques, et j'ai essayé d'attraper ce qui me semblait faire sens. Moi, je cherchais des traces et des signes, et après, j'interprétais les signes. Bon, ça a un petit peu fonctionné, parce qu'en effet, des gens qui avaient vu ça, vécu ça, s'y sont reconnus. Bon, donc, il n'y a pas de dissimulation, pas d'interdit, pas de censure, tout est disponible entre les librairies, la bibliothèque municipale de Lyon, le marché des soldeurs de livres sur les bords de Saône et Internet. C'est super facile de trouver des choses, énormément de choses sur la guerre d'Algérie. Alors, Indochine aussi, hein, mais sur la guerre d'Algérie, puisqu'il est surtout question de ça. Comment ça se fait que, sachant tout étant disponible, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le lire? J'ai failli un jour avoir une discussion un petit peu chaude avec un certain Barouk Salamé, qui avait écrit un roman qui s'appelait « Une guerre de génies, de héros et de lâches ». Et alors, un roman très intéressant, une sorte de polar un peu complexe, lui, il était très content de mettre de découvrir le poteau rose, de mettre le doigt sur ce qui fâche, et il parlait à la fois des luttes entre FLN et MNA et des massacres d'Oran. En disant, ben voilà, il y a des choses qu'on n'a pas dit, mais heureusement, les archives s'ouvrent, on va enfin savoir, les historiens vont faire le travail, etc. Et moi, naïvement, je disais, ouais, mais ça, bon, en fait, il n'y a pas de... c'est super utile, les historiens. Hein, mais après... tout ça, c'est pas des nouveautés. Alors, il était un peu fâché parce que je prenais pas bien au sérieux ce qui semblait être un travail important. Je dis, ouais, mais moi, je suis pas surpris. Voilà, les massacres d'Oran, je connais. Il suffit. Il n'y a pas beaucoup de publications dessus, mais dans la nébuleuse pied noir sur Internet, on trouve tous les détails, même si ils sont beaucoup fantasmés. Mais n'empêche que, voilà, les choses se savent. Alors, quel est le problème? Et je crois que le tabou qu'il y a sur la guerre d'Algérie, c'est le tabou sur le récit. C'est l'impossibilité du récit. Et je pense que c'est pas une censure qu'il y a, c'est une sidération. Il y a une sidération qui fait que devant la totalité des faits, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment y prendre, et du coup, on se tait. Comment raconter la guerre d'Algérie? Eh ben, c'est super dur. Alors, je dis ça, mais moi, je l'ai fait parce que moi, je pensais à mon roman. Je pensais à un roman. Je pensais à un roman d'aventure. Je pensais à l'histoire d'un type qui avait 17 ans en 43, et puis après, qui est passé dans les chantiers de jeunesse, qui est passé dans les maquis, qui est passé en Indochine, de l'armée française libre, dans les maquis d'Indochine, Algérie, etc. Moi, j'étais complètement le nez dans le guidon. Donc, du coup, j'ai fini par raconter un truc parce que j'avais une histoire à raconter. L'histoire d'un homme. Ça, c'est ça qui est bien dans le roman. On raconte l'histoire de quelqu'un. On raconte des histoires de personnages. On met des choses en scène. Je me posais pas la question de savoir si c'était difficile ou pas de raconter la guerre d'Algérie. Je m'en suis rendu tout compte après. Une fois que je suis sorti de cette espèce d'imbécilité du roman qui fait qu'on continue son personnage et Tagada il fait des trucs, je me dis bah ouais, finalement c'est pas facile de raconter ça parce que il y a une sidération devant un tabou du récit. Pourquoi les raisons de ça? C'est comme si le récit de la guerre d'Algérie, plutôt la guerre d'Algérie, c'est comme une sorte de secret public.
Vous savez, cette notion très étrange que j'ai trouvée, je trouve que c'est un sociologue qui a inventé ça, c'est-à-dire le truc que tout le monde sait, mais dont personne ne parle. Et on fait bien attention de ne pas y parler. J'avais été frappé un soir dans une soirée entre amis, un dîner entre amis, voilà, patati patata. C'était au moment où les Américains envahissaient l'Irak, l'Afghanistan, tout ça. Et puis, un copain qui était un peu plus âgé que moi, il avait une dizaine de 10 ans par là, en 62. Il était à Alger. Puis il commence à raconter sur ses souvenirs de petits collégiens à Alger à cette époque-là, petits collégiens pieds noirs. Il dit ouais, mais j'avais des copains. Hein. Ils arrivent au collège, ils ouvraient leur petit cartable, ils avaient un flingue dedans, puis et à la sortie on se fait un arabe. Et là, c'était ce qui se passait, c'était le grand délire meurtrier de l'OAS à la toute fin en 62, où on zigouillait les gens dans la rue. Bon, il commence à dire ça plombe un peu l'ambiance. Alors lui, il a juste vu. Lui, il était gamin. Il raconte ça. Et on sentait que, c'est pas des choses qu'il avait envie d'en... Et puis là, bien sûr, la conversation a aussitôt dévié sur l'Afghanistan, les Américains. Oh là là, mais oui, mais ils sont brutaux, les Américains. Oui, mais c'est bombardement et tout ça. Voilà. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que les Américains, avec leur sens du cinéma et de la mise en scène, nous permettent de dévier nos imaginaires et de fantasmer sur quelque chose qui ne nous concerne pas et de ne pas parler sur quelque chose qui nous concerne vraiment. Je crois qu'en France, nous sommes beaucoup plus experts sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis que sur l'histoire coloniale française. Mais parce que c'est le génie américain de la fiction qui a été capable de raconter des tas de trucs, alors que nous, on a vraiment du mal. Sidération. Pourquoi sidération? Pourquoi tabou sur le récit? Alors, j'identifie trois grandes catégories de raisons. La première, c'est la complexité objective du conflit. Bon. Dire que c'est le peuple algérien qui se soulève contre l'occupant français, c'est quand même court. Si on compte un peu, on doit pouvoir délimiter environ 10 ou 12 protagonistes dans cette guerre. 10 ou 12 groupes différents qui ont évolué au cours des années. La guerre de 56 et la guerre de 61, c'est pas la même. C'est pas les mêmes protagonistes. Et qui se sont entretués les uns les autres. Ou qui se sont alliés. C'est-à-dire que côté français, côté algérien et côté européen d'Algérie, on a des sous-groupes qui sont opposés, mais opposés jusqu'à en venir aux armes. Donc c'est une guerre d'une complexité terrible. Et ça, c'est quelque chose qui est objectivement difficile à saisir. Deuxième type de difficulté pour faire un récit, c'est le chaos moral. C'est-à-dire, le pire est possible de façon délirante, et il est extrêmement difficile d'identifier les bons et les méchants. C'est super important, c'est caricatural, hein, mais c'est très important d'identifier qui est bon et qui ne l'est pas. Et même, par exemple, dans l'exemple que tu as donné, Pascal, sur l'émasculation, tu l'as donné comme, tu dis, quand il y a un village détruit par l'armée française, il y a émasculation de prisonniers français en réaction d'eux. Je ne suis pas sûr que ça soit si équilibré que ça. Je pense qu'il y a une guerre sexuelle profonde et qu'on s'émascule les uns les autres joyeusement, dès qu'on peut, dès qu'on en a l'occasion, sans vraiment une... voilà. Et c'est vrai que... pourquoi on va s'attaquer aux organes génitaux lors de la torture? Un, c'est parce que ça fait mal. Et deux, parce que c'est terrifiant. Imaginez que vous ayez un petit bobo aux organes génitaux, c'est bien pire que de l'avoir sous le doigt. Déjà symboliquement. Et c'est totalement destructeur. Et il y a une vraie guerre comme ça. Et quand je parle de chaos moral, c'est ça, c'est-à-dire que... et d'ailleurs, dans les difficultés de raconter les histoires,
Bon, bah toujours, il y a de la torture, oui, bah d'accord, oui, mais le FLN aussi. Oui, bah en effet, le FLN produisait des violences terrifiantes. Alors après, pourquoi, comment, Frantz Fanon a des pages tout à fait éclairantes là-dessus. Et enfin, dernier point, c'est la honte, bon, qui a été largement développée il y a quelques instants. Alors, la honte d'avoir fait, bien sûr, la honte d'avoir subi et la honte d'avoir accepté de faire. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui est totalement sidérant, la honte. C'est quelque chose dont, par définition, voilà, on ne se vante pas. On peut se vanter d'avoir zigouillé des gens. Quand on est dans une situation de honte, on ne se vante de rien. On se tait. Et je pense qu'entre la complexité objective, le chaos moral, la multiplicité des parties et la honte d'avoir participé à tout ça, ça constitue une sorte d'impossibilité à raconter. On ne sait pas par quel bout y prendre, on ne sait pas quel personnage être, on préfère maintenir ça loin. Alors que des guerres, la Seconde Guerre mondiale est une guerre ultra-violente, on le sait bien. On n'a pas trop de difficultés à la raconter. On la raconte très bien. On raconte des choses horribles, mais et finalement, ça fonctionne bien. Sur la guerre d'Algérie, c'est très, très, très difficile. Bien, tu me mesures le temps. 5 minutes, c'est ça. Voilà. Alors, donc en fait, il y a aussi finalement ce problème face à cette impossibilité du récit, d'un récit global, que je crois que les historiens n'ont peut-être pas encore, dans ce domaine très tendu, n'ont pas encore produit, c'est ce que Péchanski parlait ce matin, une sorte de régime mémoriel stable et cohérent, et qui soit accepté par tous. On se rend compte que, non, il y a des mémoires et toutes ces mémoires sont en conflit, ces mémoires sont souffrantes. Alors on peut faire du récit à partir de ces mémoires, mais c'est toujours au prix de certains escamotages, voire mensonges. Bon, dans mon roman, je m'étais acharné sur la bataille d'Alger de Pontecorvo, qui est assez simple en fait, puisque c'est tout bêtement le peuple algérien qui se soulève contre une occupation militaire française. Ce qui simplifie bien les choses, avec un tiers haïssable, parce que les seuls qui sont racistes, c'est les pieds noirs. Les parachutistes dans la bataille d'Alger, ils sont... des fois, ils poussent leurs prisonniers en disant « avance bougnoul », mais voilà, comme dirait je ne sais quel ministre, « ouais, c'est acceptable ». Voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont présentés comme des techniciens. Des techniciens implacables. Et à la fin, ils perdent parce que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Voilà. C'est super simple. Mais c'est... Voilà, bon, la guerre d'Algérie, c'est pas ça, on est bien d'accord. Et même les tensions au sein du peuple algérien, c'est schématisé par la liquidation je ne sais plus comment ça s'appelait, une sorte de proxénète du milieu de la Casbah qui se fait liquider par Ali Lapointe. Bon, voilà. Tout ça, c'est très simple. Bon, c'est de l'escamotage. Mais Rachid Bouchareb, pareil. À vouloir faire des héros, comme tu disais, il escamote des trucs. Et dans Hors-la-Loi, alors c'est vrai qu'en effet, il a fait passer sous la table l'histoire du viol, mais dans Hors-la-Loi, il a fait passer un truc, il a fait disparaître un truc c'est vraiment très dommage. Il parle des événements de Sétif. Bon, très bien. C'est bien qu'on raconte les événements de Sétif. C'est quand même le début. Puis c'est quand même l'extraordinaire occasion manquée de gérer quelque chose autrement, quoi. Bon. Et on voit la manifestation très pacifique des Algériens, enfin, de ceux dont on n'arrive pas à donner de nom, voilà, parce qu'à l'époque, c'était pas les Algériens. Et on voit la police qui se prépare à faire un massacre. Ça, bon, qu'il y ait une préparation au massacre, c'est assez peu probable. C'est sûr, c'est qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. C'est sûr qu'il y a eu des morts dans la foule pacifique des indigènes, musulmans, qui avaient le drapeau algérien. Voilà. Donc il y a une faute. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il n'y a pas eu tout de suite
la répression qui a fait 15 000 morts d'après Benjamin, 45 000 morts d'après le FLN, ça n'a pas été tout de suite. Il y a eu une journée terrifiante où je crois 100, 105, 112 Européens ont été massacrés dans la rue de la façon la plus atroce. Si on enlève ce petit détail, eh ben, finalement, il se trouve que le récit que fait Bouchareb ne fait pas du bien à la mémoire, ne fait pas du bien à l'histoire. Parce qu'on oublie un truc qui est tout con, c'est que si les pieds noirs, finalement, ont été ultra violents, ont été très tendus, ont refusé tout. Bon, il y a des tas de raisons, mais il y a aussi une raison qui est la trouille. C'est le sentiment d'assiègement des pieds noirs est quelque chose qui est très très fort. Et il y a en permanence chez les pieds noirs ce fantasme ou cette angoisse de l'égorgement, de la castration et du viol des femmes. Même si c'était ce qui était la majeure partie des victimes étaient musulmans, mais n'empêche qu'il y avait cette peur terrible. Et c'est vrai que les événements de Sétif, il y a eu manifestations, coups de feu, émeutes et Européens massacrés, et après cette espèce de répression délirante, où on donnait des armes à des gens pour qu'ils aillent flinguer qui ils voulaient. Ce qui est là aussi, c'est la colonie, c'est vraiment l'angle mort de la République. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible et qu'on ne veut pas penser. Bien. Je vais donc aller un petit peu vite. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de point de vue général pour raconter ça. Par contre, alors j'ai noté pour cette année-là, cette année littéraire, une floraison de livres qui traitent de l'Algérie. Alors, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai trouvé 6 là, juste de 2017. Alors c'est étonnant parce que chacun va raconter. Alors, j'en avais oublié un, ça y est, j'ai oublié son nom. Celle qui est algérienne. Voilà. Là, parce que, bon, voilà, étant un peu corporatiste, j'ai surtout lu ceux qui sont la mémoire française. Mais, donc, Alice Zénitaire, qui va, dans l'art de perdre, qui va raconter sa famille de harkis. Elle, finalement, jeune parisienne, normalienne, dans les milieux culturels, etc., il n'y a pas plus parisienne qu'elle. Bon, eh ben, elle va raconter son ascendant avec son père qui grandit dans un camp de harkis, et son grand-père, une sorte de chef de village, qui est coincé entre l'armée française et le FLN, et qui fait le choix de l'armée française. Bon, elle raconte tout ça, elle se met en scène, elle raconte finalement, elle fait peut-être un des premiers grands romans de la mémoire harki, globale, systématique. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Brigitte Giraud, Un loup pour l'homme, où elle raconte, alors son histoire à elle, l'histoire de sa naissance, son père appelé, qui veut pas participer à la guerre. Alors, il n'a pas déserté, il a demandé à être infirmier. Mais il est traumatisé par la vision des types qui ont été traumatisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il soigne quelqu'un qui a un vrai traumatisme de honte, justement, mais de le soigner, ça va être terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... c'est pas uniquement la vision de la violence qui va traumatiser, c'est vraiment l'ambiance terrifiante dont on ne sait pas quoi faire. Et elle raconte cette histoire-là. Jean-Marie Blas de Robles, qui raconte alors là, pour le coup, les viols de Marocains, par des Marocains, tout en disant bien, après, en faisant référence aux statistiques et à l'histoire, il y aurait à peu près 6000 viols dus aux Marocains pendant la campagne d'Italie, ce qui correspond à peu près au nombre de viols qu'on a pu compter les Américains en Normandie. Et par contre, les Russes, rien qu'à Berlin, c'est à peu près 120 000. Bon, le viol est une arme de guerre, est une terrifiante arme de guerre. Le corps sexué est un champ de bataille que l'on détruit pour détruire l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Pierre Marie, qui a écrit Les Sommets du Monde, qui est un roman aussi pied noir,
où il raconte des jeunes gens en 62, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part. Et quand un officier parachutiste vient dîner à la maison et qui nous dit que il va s'occuper de tout et que de toute façon on reste parce que pour l'honneur on reste, est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on le croit pas? Et il y a toute cette problématique pied noir qui est très très forte. Marie Richeux, Climat de France, magnifique. C'est jeune femme d'une trentaine d'années. Elle a grandi à Meudon-la-Forêt dans une cité construite par Pouillon. Et sur le palier, il y a un Algérien qui était immigré pendant la guerre d'Algérie. Et puis, elle se rend compte que Climat de France, à Alger, c'est construit par Pouillon aussi. Et donc, du coup, elle, qui est totalement française, qui n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, elle se rend compte que sur son palier, dans sa maison, etc., eh bien, il y a des liens permanents avec l'Algérie. La France est complètement liée de façon soit évidente, soit souterraine à l'Algérie. Bon, l'Algérie est totalement liée de façon souterraine ou évidente aussi à la France. Encore une minute. Alors, je vais donc conclure. Alors, pour l'instant, voilà, ce qui existe dans la littérature, c'est des points de vue singuliers. Pour l'instant, il n'y a que des points de vue singuliers, parce que c'est l'éclatement un petit peu de tous les protagonistes de cette guerre. Est-ce qu'il y aura à un moment donné une vision globale? Peut-être dans 20 ans, pourquoi pas. Et ce qui est... Alors ce qui me frappe aussi, c'est cette histoire de guerre, vous savez, les événements qu'on qualifie comme guerre. J'ai toujours été un peu gêné avec ça. Pourquoi parler de guerre? Déjà, parler de guerre, c'est prendre position. Parler de guerre, ça veut dire qu'il y a une nation algérienne armée qui s'est soulevée contre une autre nation française. La situation me paraît beaucoup plus intriquée que ça. Finalement, je me demande si ce qui serait pas bien, ça serait pas d'adopter le terme de guerre civile. Finalement, la guerre civile franco-algérienne. Puisque dans cette tragédie algérienne, des Algériens ont tué des Français ont tué des Algériens, des Français ont tué des Français, des Algériens ont tué des Algériens. Toutes les configurations ont été connues. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que... comment dire ça? Donc, je l'avais écrit, je vais essayer de le dire comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de triste et tragique dans l'incompatibilité entre les différentes mémoires. Il y a une mélancolie de la tragédie algérienne, comme une suite d'occasions manquées, qui ont provoqué la séparation dans la violence de ceux qui auraient pu s'entendre. Ça, c'est mon côté utopique. Tout récit du drame algérien porte cette mélancolie qui, pour moi, qui en suis pourtant loin, se réactive à chaque fois que j'entends parler un Algérien en français. Chaque fois que je vois une image de l'Algérie. Ce n'est pas si loin, nous ne sommes pas si différents, et pourtant séparés. Et pourtant, pas vraiment séparés. Merci. Merci.